Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la tension monte en RDC autour du projet de révision constitutionnelle. À Kinshasa, un rassemblement de l'opposition contre une réforme qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat à Félix Tshisekedi a été dispersé par la police. Plusieurs opposants, dont Martin Fayoulou, ont été blessés lors d'affrontements avec les militants pro-gouvernementaux. Et pour en parler, nous recevrons le secrétaire exécutif du parti de Martin Fayoulou, l'ECD France et président fédéral, il s'appelle Patrick Bamou. Et notre invité culture de ce vendredi est un écrivain, journaliste franco-algérien, prolifique, analyste financier qui a été happé par sa passion de la littérature. Mabrouk Rachedi est venu nous présenter son tout premier polar. La Chouette a 7 jours pour sauver le monde, où il imagine un compte à rebours planétaire. Un hacker menace de déclencher une catastrophe nucléaire mondiale. Un thriller qui mêle enquête, voyage dans le temps et réflexion sur notre époque. On ouvre ce journal en allant à RDC où l'opposition poursuit sa mobilisation contre le projet de changement de la Constitution porté par la majorité au pouvoir. Elle accuse Félix Tshisekedi de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son second mandat qui expire en 2028. L'opposition a appelé ses militants à tenir un sitting à Kinshasa, mobilisation dispersée par les forces de l'ordre. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Ce sont des leaders de l'opposition avec des chemises tachées de sang, soutenus à bout de bras par des militants que nous avons vus aujourd'hui à Kinshasa. La plateforme de l'opposition C64 qui regroupe des principaux opposants a appelé à un sit-in devant le Palais du Peuple pour dénoncer le projet de changement de constitution porté par la majorité au pouvoir. Alors le sit-in a été interdit devant le Palais du Peuple par les autorités, mais elles l'ont autorisé sur un terrain un peu plus loin. Un important dispositif policier a été déployé dans la zone. La situation s'est finalement tendue quand des centaines de manifestants se sont dirigés vers le Palais du Peuple. Les forces de l'ordre qui ont quadrillé les environs ont dispersé la foule. Martin Fayoulou, Délice Essanga et quelques militants ont été blessés. Le siège de l'ECD, le parti de Martin Fayoulou, a été saccagé, selon les militants, par des policiers et des membres se réclamant des forces du progrès, ces militants proches du pouvoir. Les autorités n'ont pas encore réagi et nous n'avons pas de bilan officiel. Néanmoins, cette manifestation de l'opposition congolaise contre le projet de réforme constitutionnelle a été, on l'a vu, violemment dispersée par les forces de l'ordre. Plusieurs figures de l'opposition, dont Martin Fayoulou, ont été blessés lors des affrontements. Et pour en parler, nous recevons Patrick Bamou. Vous êtes secrétaire exécutif de l'ECD, le parti justement de Martin Fayoulou. On a vu plusieurs blessés. Que s'est-il passé selon vous et qui porte la responsabilité de ces violences d'après vous? Merci madame pour cette question qui demande une clarification. Nous vivons maintenant dans un pays qui subit la terreur. Félix Tshisekedi est venu dans la tricherie. Il a renversé la vapeur, comme on peut le dire. Il a pris l'Assemblée nationale, si je pourrais dire le Parlement. Il a mis le Parlement dans sa poche. Et son projet était de balkaniser la RDC. Son projet était de vendre la RDC comme il l'a vendue aux États-Unis, en moyennant sa sécurité. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a franchi la ligne rouge. Donc selon vous, il est directement responsable Il est le premier responsable de ce massacre qui vient de se produire à Kinshasa. Alors les mots sont un peu forts, si vous permettez. L'intégrité physique du président Fayoulou, un opposant qui a la probité morale, son intégrité physique a été touchée. L'intégrité physique du président Délice Essanga a été touchée et l'intégrité physique du président Jean-Marc Kabound a été touchée. Et comment vont-ils? Nous avons perdu, à l'heure actuelle, nous venons de perdre 2 jeunes à fleur d'âge qui ont été tabassés avec des armes blanches par la milice de Félix Tshisekedi incorporée dans la police.
Ok, donc ça c'est votre opinion. Ce que je voulais savoir, c'est que vous êtes en mesure de nous dire que aussi bien que Martin Fayulu que Délice Sanga vont bien, c'est ça, à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, ils sont souffrants. Mais Dieu merci, leur vie n'a pas été ôtée. D'accord. Et ils sont chez eux? Pour l'instant, j'ai cherché à joindre le président Martin Fayulu, mais je n'arrive pas à l'avoir. Je ne sais pas là où il se trouve à ce moment. Et ça m'inquiète. Alors, parlons de l'objet des manifestations. Le pouvoir assure qu'il ne s'agit pas de passage en force, mais d'une réforme institutionnelle. Pourquoi êtes-vous convaincu que c'est une manière pour le pouvoir de briguer un troisième mandat? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que M. Félix Tshisekedi est venu vendre la RDC. Pourquoi vendre la RDC? Le pays est divisé en deux maintenant. Le Grand Kivu ne fait plus partie de la République démocratique du Congo. Et pour que cette situation, qu'on ne la déplore pas, il serait souhaitable que tous les fils et filles du pays se mettent autour d'une table pour voir et faire le bilan de ce qui s'est passé, comment on peut aller devant. Mais Félix ne veut rien savoir, donc le pays est en train de partir au vu et au su de tout le monde, et surtout au vu de la communauté internationale qui a ouvert ses yeux, mais qui ne dit rien. Aujourd'hui, nous pleurons nos morts. Nous avons enregistré plus de 40 blessés dans SID Lamouka et dans le parti en vol du président Sesanga. On n'a pas encore le nombre. Dans le parti du président Jean-Marc Abound, Oui. on ne sait pas encore dénombrer le nombre de blessés. Absolument. Au fait. On vous entend. Merci beaucoup, Patrick Bamou, d'être venu réagir à chaud sur les événements qui se sont passés à Kinshasa aujourd'hui. Je voudrais rajouter un petit mot, madame. Oui. Très rapidement. Très rapidement. Nous avons une marche le 27 juin, le samedi 27 juin à Paris. Je demanderai au président Katumbi de l'Ensemble pour la République, au président Matata Ponyo du LGD. Ils avaient formé le C64. Les 3 leaders sont en train de se battre et je leur demande de venir avec nous, qu'on batte le pavé dans Paris pour faire passer le message. Très bien. Merci beaucoup. La diaspora éternue et le Congo doit tousser. Merci Absolument. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. En Guinée, plusieurs partis politiques rejettent les résultats provisoires du double scrutin législatif et communal du 31 mai dernier. Ces formations politiques, face à la presse ce matin, ont dénoncé de nombreuses irrégularités et accusent les autorités électorales d'avoir favorisé la mouvance présidentielle. Des résultats provisoires qui donnent le mouvement du président Mamadi Doumbia largement victorieux. Les explications à Conakry de Malik Diakité. Face à la presse, les responsables des partis contestataires ont dénoncé des anomalies dans plusieurs circonscriptions électorales. Selon eux, les résultats provisoires annoncés ne reflètent nullement la réalité des urnes et auraient été manipulés en faveur de la mouvance présidentielle. Ils annoncent avoir saisi la plus haute juridiction du pays afin d'être rétablis dans leurs droits. Le rétablissement strict et transparent de la vérité des urnes par la réintégration de nos voix réelles à travers un recomptage des voix réelles sorties des urnes avec les PV signés et affichés. Ou l'annulation pure et simple de cette mascarade électorale afin d'organiser un nouveau scrutin libre, consensuel et crédible. Mais pour le Conseil des organisations de la société civile guinéenne qui a participé à l'observation du scrutin, les irrégularités constatées n'affectent en rien la crédibilité des résultats. Demander l'annulation d'une élection où les 90% des acteurs qui ont participé ont validé et ont donné une note très positive à cette élection est une façon de jeter l'anathème. Je pense que cette élection, on ne peut pas l'annuler parce que le peuple de Guinée est allé s'exprimer. Il y a eu quelques anomalies que nous avons dressées dans notre rapport. Mais c'est des anomalies qui ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité de cette élection. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, qui devrait se prononcer dans les prochains jours sur les résultats définitifs.
Alors, toute autre chose à présent, on va passer à la culture avec un invité qui ne rentre dans aucune case. En tout cas, il n'aime pas ça. Il est écrivain, journaliste, animateur d'ateliers d'écriture. Il a été analyste financier dans une autre vie. Mabrouk Rachedi qui publie son tout premier polar, La Chouette à 7 jours pour sauver le monde. L'histoire d'un commissaire de la belle époque propulsé au XXIe siècle pour tenter d'empêcher une catastrophe mondiale. Derrière le suspense, l'auteur interroge notre rapport au pouvoir, au progrès, à celles et ceux qui ont choisi parfois de ne pas écouter. Mabrouk Rachedi, merci et bienvenue dans le JTA. Merci, bonsoir. Ça fait plaisir de vous recevoir. Alors, votre héros, le héros, oui, c'est lui qui vient dans le temps, ce Maxence Desjardins, mais finalement, il y a une brochette de héros et d'héroïnes, surtout, il n'est pas tout seul. Mais comment est née cette idée d'aller chercher carrément un personnage du 19e siècle et de le faire confronter à notre époque? Qu'est-ce qui vous a pris? Alors c'est très étrange, mais je re-regardais Sherlock Holmes, la version de Guy Ritchie, et à un moment, il y a une scène où on voit une succession de flashs qui montrent le chemin de son intuition. Et je me suis dit, comme ça, de façon un peu décalée, et si Sherlock Holmes revenait aujourd'hui, toutes ces intuitions, tous ces liens logiques deviendraient totalement caduques et cette intuition tomberait à plat. Alors plutôt que de reprendre Sherlock Holmes, je me suis dit, de façon fort immodeste, je vais créer mon Sherlock Holmes français et trouver une raison pour laquelle sa mémoire n'a pas traversé le temps. Et donc, tout s'est brodé autour de ce décalage temporel et cette envie folle qui était depuis très longtemps en moi d'écrire aussi un polar. Alors justement, vous avez écrit à la fois donc des romans, des essais, des livres de jeunesse. S'attaquer au polar, c'était quoi, un défi personnel ? Alors, l'idée m'est tombée dessus. À partir du moment où l'idée me tombe dessus, je compose avec. En fait, je n'ai pas de plan en me disant, tiens, je vais faire un moment de la littérature générale, un moment de la jeunesse, un moment, un essai. C'est vraiment en fonction de ce qui me traverse l'esprit et je dois beaucoup résister avant de passer à l'acte parce qu'il faut que l'idée résiste au temps, parce qu'on peut avoir l'impression pendant 1, 2, 6 mois d'avoir une bonne idée et après au 7e ou 12e mois, elle n'est plus si bonne que ça. Et donc, à force de frapper à ma porte l'idée et les personnages, parce que derrière l'idée, il y a aussi des personnages, il y a une voix qui vient, et voilà. Et à force de cela, je construis ça, La Chouette à 7 jours pour sauver le monde. Et quel personnage, La Chouette, donc Sherlock Holmes français, Maxence, on peut l'appeler comme on veut, Yasmine, qui est cette fliquette un peu abandonnée, Jennifer, qui a pas, on va dire, qui est tellement brillante, qui est dépassée par sa brillance, sont tous des personnages brillants, mais marginalisés. Était-ce une manière de rappeler que les talents les plus précieux ne sont pas forcément là où on pense qu'ils sont ? C'est tout à fait ça. Moi, j'ai une passion pour les marges. Vous avez dit, c'est pas mon premier roman et mes premiers romans se déroulaient en banlieue et on parlait souvent de littérature urbaine, littérature de la périphérie. C'était une forme de marge aussi. Et donc, moi, je veux réhabiliter. Alors, j'ai voulu d'abord réhabiliter ces marges dans lesquelles j'ai vécu et je veux aussi réhabiliter, parler d'autres marges. Et donc, Maxence Desjardins, lui, subit parce que il est revenu dans le temps moderne et il n'a rien demandé. Oui, absolument. Elle, vous l'avez dit, Jennifer Martinelli est bien au-dessus du commun des mortels et pour trouver son semblable, elle envisage de voyager dans le temps pour parler à Einstein. Einstein, oui, rien de moins. Et Yasmine Rajabali, elle a été mise au rebut. Ouais. Et elle a un fils qui est un jeune autiste aussi. Et donc, c'est toute cette dialectique de la norme, de la marge qui, moi, m'intéresse. Et j'insiste sur le fait que le polar reste une littérature et que le livre, la façon de construire le récit, les voix, les personnages, leur densité est très importante. Absolument, extrêmement dense. Je me suis aussi dit qu'en lisant le livre, alors évidemment, moi je suis moins connaisseuse des polars que beaucoup d'ailleurs d'entre nos spectateurs. Je sais qu'il y en a qui sont attentifs et qui lisent énormément de polars. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre-là parce que aussi, il m'a rappelé beaucoup d'autres littératures. On pense à Balzac, on pense aussi à une certaine littérature, une tradition algérienne. Kateb Yassine, il y a cette façon d'interroger à la fois la marge, le décalage, mais aussi aller chercher ces thèmes de société qu'on remet au centre, en fait,
même si les puissants ne veulent pas écouter. Je crois que je vis un grand moment de ma vie littéraire parce que les références à la Balzac, à Yassine, c'est ce qui m'a accompagné, qui m'a grandi. Alors, je ne me situe pas dans leur lignée, je suis tout petit face à eux, mais effectivement... Et interroger la société, c'est très important parce que au-delà de l'intrigue, de la dynamique narrative, il y a aussi un terroriste qui menace de faire exploser la planète, une communauté internationale qui se divise et qui fait appel à une solution du passé qui se révèle inopérante. Ça rappelle un peu l'ère du temps et je me suis aussi amusé. Vous étiez un peu en avance, j'ai l'impression. Écoutez, l'ère du temps, en fait, se ressemble tellement, et se répète tellement, on le voit à longueur de journaux, c'est que, voilà, donc en fait, en racontant le monde tel qu'il est, on a l'impression qu'on le raconte tel qu'il sera aussi. Et donc, c'est ça aussi, à travers la mise en scène de la communauté internationale, dans des grandes instances, etc., son impuissance, ses délires parfois, parce que... Maxence Desjardins, évidemment, est dépassé par les événements. Oui, c'est normal. Au XIXe siècle et au XXIe siècle, mais il faut se dire qu'on l'a mis dans cette position-là et il subit aussi. Oui, absolument. Merci beaucoup, Mabrouk Rachedi. Alors, franchement, lisez ce livre, La Chouette a 7 jours pour sauver le monde. Et elle n'est pas toute seule, la Chouette. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est chez Actes Sud. Vraiment, Acte Noir de chez Actes Sud. Donc, vraiment, grand roman. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, on ira à Kinshasa, Alger, en passant par Paris et même ici les Moulineaux, là où on est ce soir. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Ça s'arrête jamais. Merci.